La maison des Kaba trônait fièrement sur la colline d'Anoumabo, à l'orée d'Abidjan, comme un vestige d'une époque où le sang et la richesse dictaient la hiérarchie. Un portail en fer forgé barrait l'entrée, décoré de motifs étrangement religieux, et derrière ce mur d'apparence protectrice s'étalait une bâtisse coloniale blanchie par le soleil, mais rongée à l'intérieur par les vers de l'hypocrisie. Adama avait 12 ans, 12 printemps d'innocence voilés par des regards qu'on évitait de croiser, des silences trop lourds autour des repas et des sourires forcés aux anniversaires de la grande famille. Elle vivait là avec sa tante, Awa Kaba, la cadette de sa défunte mère. Car sa mère, Maïmouna, avait disparu mystérieusement quand Adama n'avait que 6 ans. Officiellement, elle était morte dans un accident. Officieusement, personne n'avait jamais retrouvé le corps. Depuis, Adama survivait dans cette maison où chaque pièce avait une odeur différente. L'encens dans le salon, la sueur dans les couloirs, le secret dans le bureau de sa tante. Awa, qu'on appelait Tata Awa, avec une déférence presque royale, avait les traits fins, le regard sec comme le désert, et une voix douce comme une promesse en poison. Elle ne frappait jamais Adama. Elle ne haussait jamais la voix, mais elle punissait avec des silences si froids qu'ils gelèrent le cœur. Et Adama, du haut de ses 12 ans, ne savait pas encore que ces silences cachaient un marché sordide. Le soir du 28 février, une coupure d'électricité plongea la maison dans l'obscurité. C'était étrange, car les Kaba avaient toujours un générateur prêt à prendre le relais. Pourtant, ce soir-là, tout resta éteint. « Adama, viens, on va dormir à l'hôtel ce soir », dit Awa, en enfilant un manteau inhabituellement lourd. Adama hésita. Ce n'était jamais arrivé. Dormir à l'extérieur. Avec elle. Il y avait quelque chose de trop souple dans la voix de sa tante, comme si elle jouait un rôle. Elles montèrent dans une voiture noire aux vitres teintées. Le chauffeur ne parla pas. Awa ne parla pas. Adama sentit son ventre se tordre d'appréhension. La voiture quitta la ville, puis les banlieues, puis les routes goudronnées. Elle s'arrêta devant une bâtisse isolée, une sorte de hangar mal éclairé. À l'entrée, 2 hommes attendaient. Aucun ne sourit. « C'est elle ?» demanda l'un d'eux. « Oui », répondit Awa en tendant une enveloppe. « Vous avez ce que je vous ai demandé ?» Adama se tourna vers sa tante. Elle comprit. Pas avec des mots, pas avec une explication. Juste en voyant le regard vide qu'Awa posait sur elle, comme si elle n'était déjà plus là. « Tata ?» Mais Awa se détourna. Sans un mot, sans un regard. La dernière chose qu'Adama vit avant que le sac noir ne s'abatte sur sa tête, ce fut les mains de l'un des hommes, sales et pleines de cicatrices. Quand elle se réveilla, Adama était allongé dans une pièce sombre, humide, sans fenêtre. Un ventilateur en fer grésillait au plafond, et des sangles étaient encore attachées à ses poignets. Elle n'était pas seule. Dans la pénombre, des enfants, garçons et filles, dormaient à même le sol. Certains gémissaient, d'autres tremblaient. Tous avaient un regard cassé. Elle comprit, lentement, qu'elle avait été vendue. Pas enlevée, vendue. Il y avait un prix, une somme. Et la vendeuse n'était autre que sa propre tante. L'organisation qui l'avait récupérée ne portait pas de nom. Mais tout le monde là-bas la surnommait « le puits ». Car une fois qu'on tombait dedans, on ne remontait jamais. Tu t'appelles Fatima maintenant. Et tu n'as plus de famille. Ce furent les premières paroles qu'on lui adressa. L'homme avait un accent du Nord, des yeux durs, et une cicatrice qui traçait une ligne depuis sa tempe jusqu'à sa lèvre. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, la voix brisée. « Parce que ta tante a des dettes. Et toi, t'es la monnaie. » Les semaines devinrent des mois. Les enfants passaient d'une cellule à une autre, d'un pays à un autre. Adama se retrouva dans un réseau d'exploitation transfrontalier. Elle servait d'abord comme bonne, puis comme mule, puis comme marchandise de vitrine, dans des lieux de luxe en Afrique du Nord. Mais Adama n'oublia rien. Pas les visages, pas les lieux, pas les mots. Elle développa une mémoire terrifiante. Elle notait dans sa tête les numéros de plaques, les noms de clients, les langues qu'ils parlaient, les coutumes, les routines.
Un homme, un soir, fit une erreur. Il la laissa lire un journal. Elle apprit à lire en cachette, puis à comprendre, puis à penser autrement. Un jour, elle trouva un miroir dans une salle de bain luxueuse. Elle se regarda. Elle avait 15 ans. Et elle n'était plus une enfant. Tu ne m'as pas tué, Tata Hawa. Tu m'as transformé. La fuite ne fut pas héroïque. Elle ne se fit pas en courant. Elle se fit par patience, manipulation, intelligence. Adama s'infiltra dans les habitudes de ses bourreaux. Elle devint utile. Elle fit croire qu'elle était soumise. Elle charma. Elle observa. Puis, quand un homme la fit passer en Espagne comme servante d'un diplomate complice, elle enregistra une conversation secrète. Elle menaça. Pas en criant, pas avec violence, mais avec des preuves, des noms, et un regard si froid que même les plus puissants tremblèrent. Et l'homme céda. Il la libéra, la fit passer pour une réfugiée. Elle arriva en France sous un faux nom, puis, avec de l'aide, demanda l'asile. Mais elle ne voulait pas disparaître. Elle voulait revenir et reprendre ce qu'on lui avait volé. En France, Adama devint Nia. Nia Keïta. Étudiante brillante, discrète, déterminée. Elle entra dans une école de commerce sous un programme humanitaire, obtint des bourses, s'associa avec d'autres rescapés silencieux, et ensemble, ils fondèrent Obsidienne. Une structure opaque, mais légale, dont le but apparent était l'investissement dans les économies africaines. En réalité, Obsidienne était une toile, une structure d'espionnage économique et social, une machine à traquer les réseaux de traite, à remonter les filières et à les étouffer. À 23 ans, elle revint à Abidjan, pas sous son nom, pas en tant que fille perdue, mais en tant que spectre silencieux, regardant la maison des Kaba du haut de sa tour vitrée, comme un faucon guette sa proie. Et là, dans son cœur, un nom battait comme un tambour de guerre. Hawa Adama, désormais connu sous le nom de Nia Keïta, observait Abidjan avec des yeux neufs. Tout avait changé, sauf l'odeur, celle d'une ville trop bruyante pour entendre les cris des victimes. Son retour fut méticuleusement orchestré. Elle atterrit discrètement avec un visa d'affaires, accompagnée de 2 investisseurs étrangers. Personne ne se doutait qu'elle connaissait chaque recoin de cette ville. Elle retourna dans le quartier d'Anoumabo, dissimulée derrière des lunettes de soleil et un foulard ivoirin traditionnel. La maison des Kaba était toujours là, toujours aussi imposante, toujours aussi corrompue. Mais cette fois, c'était elle qui portait les chaînes et les clés. Hawa Kaba était devenue une figure influente dans le monde de la microfinance. Elle collaborait avec plusieurs ONG européennes, vantant un modèle de prêt éthique aux femmes rurales. Son visage passait dans les journaux. Elle parlait d'autonomisation, de résilience, de justice sociale. C'était risible. Elle vendait des discours à l'Occident et des enfants à l'Est. Obsidienne avait intercepté ses transactions, repéré ses complices dans les banques, retracé les transferts vers des comptes offshore. Elle n'était pas une criminelle ordinaire. Elle était un pivot, un pont entre la respectabilité et l'horreur. Nia ne voulait pas la dénoncer tout de suite. Elle voulait la détruire de l'intérieur. Alors elle frappa à sa porte, en tant qu'investisseuse. « Je m'appelle Nia Keïta. J'aimerais injecter 2 millions dans votre structure. » Hawa, radieuse dans un boubou bleu roi, ne la reconnut pas. Mais elle sourit, et elle invita le loup dans la bergerie. Les semaines suivantes, Nia joua un rôle à la perfection. Elle assistait à des réunions, organisait des conférences, visitait des villages. Hawa la traitait avec tous les égards, chauffeur, logement, champagne. Mais la nuit, Nia retournait à l'hôtel de luxe qu'elle avait sécurisé avec des identités multiples. Là, elle décortiquait les relevés bancaires d'Hawa, étudiait les comptes des ONG affiliés, identifiait les transporteurs, les prête-noms, les complices douaniers. Elle communiquait en code avec son équipe restée à Paris, surnommée l'Œil Noir. Le piège se refermait lentement. Hawa, de son côté, était fascinée par cette jeune femme brillante,
Elle la voyait comme une héritière en puissance, une opportunité de placer ses capitaux noirs sous une légitimité dorée. Ironie, elle voyait en Nia la fille qu'elle n'avait jamais eue, si elle savait. Un soir, dans un restaurant sur la lagune, Hawa confia à Nia une anecdote. « Tu sais, ma sœur, Maïmouna, elle avait une fille, très jolie, mais fragile, trop fragile pour ce monde. » Nia sentit une rage glaciale lui traverser le dos. « Et que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle sans trembler. « Elle est morte dans un accident. Un bateau, corps jamais retrouvé. Dommage, elle aurait eu ton âge aujourd'hui. » Nia la fixa, un sourire en coin. Les morts ont une façon étrange de revenir, parfois. Hawa rit. Un rire creux, vide. Le genre de rire qui cache une faute jamais confessée. Un après-midi, Hawa invita Nia dans sa maison. Elle fit visiter le jardin, le salon, la bibliothèque. Mais une porte, au fond du couloir, restait toujours fermée. « C'est la chambre de ma sœur », expliqua-t-elle. « Je ne l'ai jamais changée. Trop de souvenirs. » Ce fut là l'erreur. Le soir même, Nia engagea un faux technicien d'alarme pour accéder au plan de la maison. 2 nuits plus tard, elle s'introduisit discrètement dans la demeure, forçant la serrure de la pièce interdite. Ce qu'elle découvrit la glaça. Les murs étaient couverts de photos d'enfants. Pas seulement elle. D'autres, disparus, morts, certains visages raturés, certains encadrés. Au centre, une armoire verrouillée. Elle la força. À l'intérieur, des carnets, des journaux tenus par Hawa elle-même, des confessions, des transactions, des rituels, des noms de complices, des dates, des enfants vendus pour des sacrifices mystiques ou des trafics sexuels. Hawa n'était pas seulement une marchande d'enfants, elle était une prêtresse noire du silence. Et Adama n'avait été qu'un échantillon. Nia savait qu'elle ne pouvait plus agir seule. Elle envoya les extraits à l'œil noir, qui les partagea avec Interpol, mais aussi avec 2 journalistes d'investigation ivoiriens réputés et suicidaires. Elle savait que les institutions allaient mettre du temps. Alors elle activa l'autre bras d'Obsidienne, les justiciers invisibles, ceux qu'on appelait les déchus. Anciens enfants disparus, revenus de l'enfer, formés, armés organisés. Ils ne tuaient pas, ils exposaient, publiquement, radicalement. Et le 18 juin, à 8 ans, tous les journaux d'Abidjan reçurent un dossier intitulé « L'enfer sous silence ». Les enfants de la traite parlent. Des visages, des noms, des vidéos, et une femme en couverture. Hawa Kaba. Le matin du 18 juin, Abidjan se réveilla dans un silence anormal. Les journaux papier s'arrachaient dans les kiosques, les notifications pleuvaient sur les téléphones, les réseaux sociaux s'enflammaient, un nom revenait en boucle, Hawa Kaba. Une vidéo était devenue virale. On y voyait des enfants enfermés dans des pièces sombres, racontant leur histoire face caméra, floues pour leur sécurité. Tous désignaient la même femme, tous parlaient de sacrifice. Hawa se réveilla dans sa villa sécurisée, assaillie par les appels, les messages. Elle tenta d'appeler ses contacts au ministère, ses complices à la banque centrale. Silence. La peur l'envahit pour la première fois depuis 20 ans. Pendant ce temps, dans un sous-sol discret du quartier de Cocody, Nia présidait une réunion. Autour d'elle, les déchus. Tous d'anciens survivants des trafics. Tous au regard marqué. Tous prêts à faire tomber l'empire Kaba. Elle projetait sur le mur les noms restants. Il y avait Moïse Aka, ancien juge, protecteur d'Hawa. Fatou Diaby, responsable d'un orphelinat servant de façade. Docteur Komé, trafiquant d'organes opérant sous couverture médicale. Et enfin, Assitane Kaba, la mère d'Hawa. Celle que personne ne voyait, mais que tous craignaient. Nia déclara froidement, « Nous n'allons pas juste les exposer, nous allons les vider. Argent, influence, secret. Et les pousser à se détruire entre eux. » Un silence, puis des hochements de tête. L'heure de la purge douce avait sonné. L'un après l'autre, les piliers de la secte s'effondraient.
Moïse Aka fut discrédité par la diffusion d'un enregistrement où il acceptait un pot de vin pour classer une affaire de disparition. Fatou Diaby, surprise en flagrant délit dans un centre d'adoption, fut prise à partie par des mères en deuil. Mais le cas du docteur Comé fut le plus marquant. Une vidéo, prise par un agent infiltré, le montrait en train d'extraire un rein à un enfant inconscient. L'image floutée mais la voix parfaitement audible. Il fut retrouvé pendu 3 jours plus tard. Suicide, disait-on. Mais dans sa poche, un mot. Le sang appelle le sang. Hawa se barricada chez elle. Plus de sorties, plus d'interviews. Ses comptes étaient gelés. Ses partenaires européens l'abandonnaient un à un. Les ONG annulaient les financements. Elle priait, elle pleurait. Mais un soir, alors que la pluie tambourinait sur les vitres, une enveloppe fut glissée sous sa porte. À l'intérieur, une photo d'Adama, enfant, dans la cage en Syrie. Et une phrase, « Je suis vivante, et je te regarde ». Hawa tomba à genoux, hurlant de terreur. Nia savait que pour détruire le trône, il fallait faire tomber la matriarche. Asitan Kaba. Cachée dans un domaine reculé de Yamoussoukro, elle vivait comme une déesse oubliée. Les anciens du village parlèrent d'elle avec crainte. Certains disaient qu'elle parlait aux esprits. D'autres qu'elle était morte depuis longtemps mais que son corps marchait encore. Nia s'y rendit seule, dans une tenue simple, pieds nus, foulard noué comme les filles du village. La vieille femme l'attendait. « Tu es revenue, Adama ». Nia serra les dents. La voix d'Assitan était rauque, comme si le sable y coulait. « Tu m'as reconnu ? Je t'ai toujours porté dans mon ombre. Tu étais le beau fruit. On t'a vendu pour nourrir l'autel. Tu as fui, mais l'autel a faim. Il reviendra te prendre. » Nia posa un petit objet sur la table, une fiole de sang. Le sien. « C'est moi qui ai faim, vieille sorcière, faim de justice. » Puis elle se leva et laissa la vieille dans sa cabane avec un cercle de sel autour. Un sort lancé non par superstition, mais pour symboliser que le temps des vieilles puissances était révolu. Le 24 juin, la villa Kaba explosa. Une bombe artisanale placée par des ennemis inconnus. Hawa n'y était pas. Mais sa maison était réduite en cendres. Et sur les réseaux, circulait une vidéo postée par un compte anonyme. Une silhouette féminine dans les flammes, disant « Ce n'est pas encore fini. Je viens pour tout ce que vous avez pris. » Ce soir-là, les déchus fêtèrent une victoire. Mais Nia ne souriait pas, car la véritable bataille allait commencer, celle contre les ombres qui ne veulent jamais mourir. La fumée de la Villa Kaba continuait de flotter sur les hauteurs d'Abidjan, même 3 jours après l'explosion. Un silence pesant s'était abattu sur les membres de l'élite. Les amis d'hier devenaient des fantômes aujourd'hui. Dans les rues, les gens murmuraient « La famille Kaba est maudite. Quelqu'un l'a détruit de l'intérieur. Ils ont joué avec les démons. » Pendant ce temps, Nia observait tout depuis une terrasse anonyme du plateau, habillée comme une simple employée de bureau. Les déchus avaient renforcé leur réseau, et la peur s'était transformée en moteur. Mais elle savait que le calme apparent n'était qu'un prélude, car elle avait touché le cœur d'un système bien plus vaste. Et le système avait senti la brûlure. Un courrier lui parvint, un document vieux de plus de 20 ans, un acte de naissance modifié, et un nom, Malik Kaba, son frère, vendu par sa tante, séparé de sa mère. Mais qu'était-il arrivé à son frère? Il n'était nulle part dans les registres, pas même dans ceux des orphelinats liés au Kaba. Mais une rumeur persistait. Un homme à la tête d'un cartel financier informel, opérant depuis le Libéria, surnommé le Sphinx. Riche, invisible et impitoyable. Et selon les archives, Malik et le Sphinx seraient une seule et même personne. Nia quitta Abidjan clandestinement, traversant la frontière avec de faux papiers. À Monrovia, elle fut accueillie par un contact. Une femme voilée au regard perçant, nommée Salimata. « Tu veux rencontrer le Sphinx ?» demanda Salimata. « Je veux rencontrer mon frère. »
Salimata fronça les sourcils, mais mena Nia jusqu'à un bunker dissimulé sous un ancien hôpital militaire. Là, elle entra dans une salle d'interrogatoire, et le monde bascula. Un homme l'attendait, jeune, élégant, yeux sombres. Il la reconnut immédiatement. « Tu es vivante. » Elle, bouleversée, ne sut que dire. « C'est toi, Malik ?» Il hocha la tête, mais son regard n'était pas celui d'un frère. Il était froid, tranchant, calculateur. « J'ai construit un empire sur les ruines de notre sang. Tu veux le brûler? Pourquoi? » Elle se leva lentement, les larmes aux yeux. « Parce qu'on ne bâtit pas sur des cadavres. » Malik la retint. Il la supplia de rester une nuit. Cette nuit-là, il lui raconta tout. Comment il avait été vendu par Hawa à un cercle d'investisseurs occultes. Comment il avait survécu à des rituels d'humiliation et de torture en Europe de l'Est. Comment il avait tué son maître à 17 ans pour prendre sa place. Mais surtout, il lui révéla que Assitan, leur grand-mère, n'était pas qu'une vieille prêtresse. Elle avait passé un pacte sanglant avec une entité africaine oubliée. Mbouassi, l'ogre dévoreur d'âmes. En échange de prospérité, la famille devait livrer des innocents tous les ans. Et Nia faisait partie de ces offrandes. Mais elle avait survécu. Et maintenant, Mbouassi était en colère. De retour en Côte d'Ivoire, Nia constata que tout allait plus vite qu'elle ne l'imaginait. Des enfants disparaissaient à nouveau. Des figures politiques tombaient mystérieusement malades. Des symboles occultes apparaissaient sur les murs des cités abandonnées. Les anciens du peuple bêté murmuraient que les grands souterrains avaient été réveillés. Nia convoqua une réunion des déchus. Ce n'est plus une affaire de vengeance. C'est une guerre entre le visible et l'invisible. Tous la regardèrent. Et c'est là que Salimata entra. « Tu ne peux pas faire ça seule. » Elle posa un livre ancien sur la table. Un grimoire sacré, écrit en langue dogon, parlant de liens brisés, de pactes à renverser et de lignées damnées. Une nuit, Nia s'aventura dans l'ancien temple des Kabbas, en ruine, situé au fond d'un bois interdit. À l'intérieur, des fresques, des dessins d'enfants mutilés, des hommes couronnés de flammes, des femmes donnant naissance à des serpents. Elle s'agenouilla, le cœur tremblant. Et soudain, dans le silence, une voix résonna, grave et inhumaine. « Tu m'as échappé une fois, enfant, mais ton sang m'appartient encore. » Elle cria, mais aucune bouche ne parlait. C'était en elle. Mbouassi. L'ombre dormait en elle depuis l'enfance. Et maintenant qu'elle renversait la famille, elle l'avait réveillée. Le lendemain, Nia s'effondra dans une crise. Fièvre, vision, hurlements. Les déchus durent la retenir pendant qu'elle délirait. Des enfants, dans les murs, des portes sans fin. Il est là, il veut mon cœur. Salimata posa une main sur son front. Tu as été marqué, il faut rompre le lien. Mais pour cela, il fallait une chose, retrouver la dague rituelle originelle, utilisée lors du pacte entre Assitan et Mbouassi. Et cette dague était cachée dans le tombeau secret de la famille Kaba, perdu dans la forêt sacrée d'Azaguié. Dans les jours qui suivirent, Nia retrouva l'usage de son esprit. Mais quelque chose avait changé. Elle sentait une chaleur en elle, une rage impossible à contenir. Elle n'était plus seulement une survivante, elle était le feu de la justice et le bras de la mémoire. Elle rassembla ses alliés. Nous allons à Azaguié, nous allons ouvrir le tombeau, et avec la lame qui m'a brisé, je briserai la malédiction. Une trentaine de déchus armés l'accompagnèrent, et derrière elle, les flammes de la vieille Côte d'Ivoire mourante vacillaient une dernière fois. Le convoi quitta Abidjan à l'aube, évitant les grands axes. Le groupe était armé, silencieux, comme s'il savait que ce voyage n'était pas simplement physique, mais aussi spirituel. Azaguié, ancienne terre sacrée du peuple Kroumen, portait encore les cicatrices de rituels oubliés. Dans la mémoire des anciens, cette forêt était surnommée la bouche de la terre, car ceux qui y entraient sans y être invités n'en ressortaient jamais. Nia sentit la lourdeur de l'air avant même de franchir les premières lianes. « Ils nous observent déjà »,
murmura Salimata. Ils avancèrent, chacun touchant de temps en temps un talisman suspendu à leur cou, priant en silence. À mesure qu'ils pénétrèrent la forêt, le son se faisait plus rare. Pas un oiseau, pas un insecte. Même les feuilles semblaient étouffer leur propre bruissement. Après plusieurs heures de marche, ils trouvèrent un chemin pavé dissimulé sous la mousse, formé de pierres noircies par le temps et gravé de symboles d'Ogon et Bété. C'était le sentier des offrandes. Salimata, les yeux révulsés, expliqua que ce chemin menait au cœur du sanctuaire funéraire de la famille Kaba. Elle n'y était jamais allée, mais ses visions l'avaient souvent menée ici. Plus ils avançaient, plus des visions hantaient les membres du groupe. Des pleurs d'enfants, des silhouettes aux yeux blancs dans les feuillages, des cris étouffés par la brume. Nia résistait, mais quelque chose grattait sous sa peau, comme une mémoire d'avant sa naissance. Ils arrivèrent enfin devant une porte de pierre massive, couverte de chaînes rouillées et de marques ensanglantées. Au centre, un symbole, un serpent avalant un fœtus. « C'est là, le tombeau de la lignée », dit Salimata d'un souffle tremblant. Un murmure résonna dans l'esprit de Nia. « Tu es venu réclamer ce qui m'a lié à ton sang, alors entre. » Ils brisèrent les chaînes. Une brume noire s'échappa de l'ouverture, glaciale et gémissante. Ils descendirent. Le tombeau n'était pas une simple crypte. C'était un labyrinthe souterrain, taillé dans la pierre, protégé par des illusions, des pièges et des malédictions. Dans la première salle, des statues d'anciens ancêtres de la lignée Kaba semblaient les observer. L'un des déchus, trop téméraire, tenta de toucher un artefact. Il s'écroula immédiatement, les yeux carbonisés. « Ce lieu juge les âmes impures », souffla Salimata. Ils récitèrent des prières anciennes transmises par les anciens Dogon, avançant en file, chacun portant un fragment du grimoire sacré. Des couloirs tournoyaient sur eux-mêmes, jouaient avec l'espace et le temps. Nia revivait par flash, savante par sa tante. Les coups, le viol rituel. Chaque pas dans ce tombeau la forçait à faire face à ses blessures les plus profondes. Dans la salle suivante, ils trouvèrent des peintures murales, fresques vivantes racontant l'histoire cachée de la famille Kaba. Assitan, jeune et belle, pactisant avec Mboisi en échange de pouvoir. Chaque génération, un sacrifice, enfant, vierge, albino, muet. Puis, l'enfant maudit, Nia, censé être l'ultime offrande qui aurait offert l'immortalité à la lignée. Mais elle avait survécu, et ce simple fait avait rompu l'équilibre du pacte. Un murmure résonna. Tu étais l'enfant clé, tu es le point de rupture. Au centre d'un autel d'os, posé sur une dalle d'ébène, la dague de sang. Courte, recourbée, gravée de symboles et trempée dans le sang de générations sacrifiées. Nia tendit la main, mais un choc l'électrocuta, la projetant contre le mur. Un spectre apparut, une silhouette féminine, au regard de feu. Assitan, tu n'auras pas cette dague, bâtarde. Tu n'es pas digne de me défier. Naya se releva en tremblant. Je suis ton châtiment. Je suis celle que tu as rejetée, celle qui revient pour éteindre ton nom. Une lutte s'engagea, spirituelle, mentale, brutale. Assitan tenta de l'envahir, de reprendre possession du corps de Nia. Avec la dague en main, Nia grava un cercle sur le sol. Salimata récita la formule pour rompre le pacte ancestral. Mais Mboisi apparut. Pas en chair, en ombre, en hurlement. Un vent glacial souffla. Les torches s'éteignirent. Plusieurs déchus s'évanouirent. Si tu romps ce lien, je prendrai 1000 autres âmes. Je suis l'héritage de votre trahison. Mais Nia ne trembla pas. Alors prends-moi, mais tu ne prendras plus personne d'autre. Elle planta la dague dans sa propre paume, traça le symbole du pacte inversé, et dans un cri de douleur, la lumière jaillit du sol. Mboisi hurla. Les murs tremblèrent, et un silence profond retomba. Le pacte était rompu. Ils sortirent du tombeau au petit matin. Le soleil, rouge et silencieux, éclairait la forêt d'une lumière étrange, presque sacrée.
Nia était épuisée, le bras bandé, les traits tirés, mais ses yeux brillaient d'une force nouvelle. Elle n'était plus une simple survivante. Elle était la gardienne d'un équilibre restauré. Mais elle savait que tout n'était pas encore terminé. Car au moment où elle leva les yeux vers la lisière des arbres, elle aperçut une silhouette. Un homme en costume blanc, son frère, Malik. « Tu as brisé le pacte, mais tu as aussi réveillé autre chose. » Le monde ne trembla pas tout de suite, pas dans les premiers jours. Après le rituel, Nia revint à Abidjan avec ses compagnons. La ville semblait inchangée. Les immeubles s'élevaient, les klaxons hurlaient, les marchands criaient. Mais sous la surface, quelque chose avait changé. Les plus sensibles sentaient une vibration sourde, comme un bourdonnement au fond des entrailles. Les déchus survivants furent mis à l'abri. Salimata restait muette, méditative, le regard constamment perdu dans l'horizon. Et Nia, elle entendait encore la voix de Mbwazi. Pas comme un écho, comme une présence dans le sang. Car en rompant le pacte, elle avait aussi absorbé une part de l'entité. Malik n'était pas mort. Il n'avait jamais été exécuté par la secte comme Nia le croyait. Il avait été sauvé, ou plutôt corrompu. Les prêtres noirs de l'ancienne lignée Kaba l'avaient élevé en secret pour qu'il devienne l'hôte parfait. Non pas pour Mbwazi, mais pour une entité encore plus ancienne. Ntombi, l'esprit du vide. Tu as brisé Mbwazi, mais tu as ouvert une brèche. Le néant t'a entendu, lui dit-il dans leur première confrontation au sommet d'un vieil immeuble à Cocody. Nia, face à son frère, ressentit la déchirure. Il n'était plus vraiment humain. Ses yeux étaient vides, et sa voix, doublée d'un murmure guttural qui semblait provenir de l'oubli. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar pour la ville. Des disparitions massives. Des enfants retrouvés en état catatonique, des hommes devenant fous, parlant en langue morte. Le nom de Naya circulait à nouveau. Certains disaient qu'elle était à l'origine du mal. D'autres la voyaient comme une protectrice mystique. Elle forma un cercle d'élus, des survivants de rituels, des anciens initiés, des mystiques dogons, baoulés, et même des prêtresses vaudou venues d'Haïti. Leur but était en clair: sceller le portail ouvert par la rupture du pacte, libérer Malik ou le détruire, empêcher Ntombi de s'ancrer dans le monde. Salimata eut une ultime vision, une montagne rouge, un arbre calciné, et au sommet, un trône de crâne sur lequel Nia était assise, seule, les yeux fermés. Elle comprit. Nia ne pourrait survivre à la fin. Mais elle ne dit rien. Elle aida à la préparation du dernier rituel. Ils utilisèrent les fragments du grimoire, les sangs mêlés de Nia et Malik, et la dague de sang, désormais fusionnée avec l'esprit du tombeau. Ils marchèrent jusqu'au pont de Gaulle, la nuit de l'éclipse rouge. C'est là que Malik les attendait. Le ciel était d'encre, l'air chargé de soufre et de magie ancienne. Malik flotta au-dessus de l'eau, son corps se déformant. Autour de lui, des ombres aux formes changeantes, des sacrifices anciens, des visages oubliés, des lambeaux d'âme. « Je ne suis plus ton frère, je suis l'oubli, je suis l'héritier du néant, » dit-il. Nia s'avança, tenant la dague à deux mains. Elle savait que le rituel pour fermer la brèche nécessitait une âme liée à l'entité, la sienne. Mais Malik le savait aussi. Ils se battirent, pas seulement physiquement. Leurs esprits s'entrechoquèrent, leurs souvenirs, leurs douleurs. Elle lui rappela leur enfance, leur séparation, le feu. Il hésita, juste assez pour qu'elle lui plante la dague dans le cœur. Et à ce moment précis, elle murmura la prière inversée. Le seau s'ouvrit sous leurs pieds. La brèche aspira tout. Ombre, hurlements, lumière. Abidjan se réveilla dans un calme étrange. Pas de traces du combat. Pas de Malik. Pas de Nia. Seuls les membres du cercle restaient, assis en cercle au sommet du pont, les yeux humides. Salimata tenait un petit coffret de bois. À l'intérieur, un cristal rouge pulsait doucement. Le cœur spirituel de Nia. Elle n'était pas morte.
elle était passée de l'autre côté. Et voilà. L'histoire de Nya, cette jeune fille trahie par sa propre famille, vendue comme une marchandise, humiliée, effacée, puis revenue des ténèbres plus forte que jamais, touche à sa fin. Ce récit, inspiré de douleurs réelles, de légendes africaines, de mystères ancestraux et d'un soupçon de magie, nous rappelle que peu importe la profondeur du gouffre, la lumière finit toujours par trouver son chemin. Nya est plus qu'un personnage. Elle est le symbole de la résilience, de la justice divine et de la revanche silencieuse de celles et ceux qu'on croyait perdus à jamais. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Votre présence, votre curiosité, vos émotions, c'est ce qui donne vie à chaque mot que vous venez de lire ou d'entendre. Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de s'immerger dans cet univers, à ceux qui commentent, partagent ou simplement ressentent. Vos retours sont précieux. Ils nourrissent l'envie de raconter encore et toujours. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou un like, et surtout, à partager cette leçon de courage, de mystère et de renaissance avec ceux qui, comme Nya, cherchent leur lumière. À très bientôt pour une nouvelle aventure, encore plus profonde, plus mystérieuse, plus humaine. Avec gratitude et passion, merci.